BFM Business, Tech RH, le grand talk. Et c'est parti pour le grand talk avec Clément Leminck, responsable développement RH chez Partout, Claude Calmont, fondateur du cabinet Calmont Partners et Muriel Bolto. Muriel Bolto, vous êtes donc directrice générale Axio et Réseau 137, associée du groupe. C'est ça? Du groupe Alixio. Du groupe Alixio, voilà. Merci beaucoup, merci messieurs, dames, d'être avec nous sur les plateaux de Tech RH. Et oui, cette année 2023 va être encore, on va dire, challenging pour les RH, pour le secteur du recrutement, pour la rétention, la fidélisation des talents. On décide de parler de rétention et de fidélisation des talents dans cette première émission de l'année parce qu'il ne faut pas toujours parler de la grande démission, du quiet quitting. Ça peut un petit peu gâcher le moral de nos internautes et de nos téléspectateurs. Muriel, qu'en pensez-vous? Qu'est-ce qui va se passer cette année en 2023? Est-ce que tout ceci est plutôt un renouveau pour les RH? Est-ce qu'il y a de bonnes nouvelles? Oui, un renouveau et de bonnes nouvelles, bien évidemment. D'ailleurs, plus que la grande émission, je pense que ça a été une grande rotation que nous avons vécue. Donc, on voit bien que le flux, c'est de la dynamique et que les gens ont plutôt eu la possibilité de changer de fonction peut-être plus rapidement que d'habitude. Donc, il y a de la dynamique, il y a du flux. Ça va continuer en 2023. D'ailleurs, on parle assez peu de la démographie, mais une des raisons de ce flux est aussi liée à la démographie au-delà même des besoins des entreprises. Et donc, on peut imaginer que cette tendance va se poursuivre en 2023. L'emploi sera bien présent pour toutes les catégories. Et je pense que dans les entreprises, on y reviendra tout à l'heure, mais la qualité de la relation et de la stratégie humaine, en fait, évidemment, donne le ton sur l'engagement des collaborateurs. Ils sont bien présents. Alors, en quoi la démographie est un indicateur important? Ce qu'on constate dans les chiffres de l'OCDE depuis maintenant plus de 2 ans, c'est qu'il y a une réalité de la population active qui est en baisse en Europe, mais pas que. Et on voit l'Allemagne qui a clairement démarré maintenant sa politique de migration. Si on va un peu plus loin au Japon, avec un tiers de la population vieillissante qui sera plus présente dans les années à venir, ils sont carrément en train de se poser les questions de construire des villes entièrement automatisées au niveau des nouvelles technologies. C'est-à-dire qu'ils ne se posent pas la question de comment faire pour mieux attirer et recruter. Ils ont compris qu'il y avait un enjeu démographique tel que l'enjeu, c'est l'enjeu de la survie pour le Japon sur leur capacité à mettre en place des outils digitaux qui vont permettre de prendre en charge la production et d'apporter pour les citoyens du Japon finalement plutôt des postes à création de valeur et leur ajouter. Et c'est intéressant parce que ce qui se passe dans les autres pays, c'est ce qui est en train de naître tranquillement et timidement au niveau de la France. Voilà. Oui, voilà, le vieux continent. Le vieux continent. Ce vieux continent qui a beaucoup de retard, mais qui finalement, on peut voir notre avenir en regardant les pays, alors pas voisins, mais beaucoup plus lointains. Et c'est aussi déjà chez nous, cette démographie qui commence déjà. Évidemment. Voilà, après, il y a toute une question pour savoir si le départ à la retraite n'est pas trop tôt. Bon, voilà, on va pas évoquer ce sujet aujourd'hui. En tout cas, très intéressant comme point. Et c'est vrai que dans Tech RH, on aborde beaucoup le sujet de la technologie qui vient remplacer certaines professions, certains talents. Ça sera certainement l'objet des prochaines émissions au mois de janvier. Claude, vous parlez beaucoup aussi de gestion de talents. Comment recruter les nouveaux talents? Comment suivre les compétences des employés? Comment planifier les parcours de carrière? Ça, c'est quelque chose qui, pour vous, est au cœur de la stratégie des RH en 2023? Oui, absolument. Il faut voir la technologie au service de l'humain. Je ne suis pas trop fan du remplacement, mais c'est vrai que si on prend l'exemple des ressources humaines en entreprise, ils sont extrêmement sollicités, ne serait-ce par le scope de leur poste. Avec le Covid, ont eu à gérer des problématiques bien différentes de ce qui était écrit sur leur fiche de poste. Et aujourd'hui, on a toute une série de nouvelles technologies qui permettent de gagner du temps, de mieux piloter, de l'intégration, de la recherche, du pilotage de temps en entreprise, de bien-être. Il y a énormément de jeunes startups qui sont venus au service des ressources humaines et pas en remplacement d'eux. Et ça, je pense que c'est important, c'est de savoir utiliser toutes ces technologies pour mieux gérer l'humain en entreprise, le faire venir, mais surtout le garder. Alors, je rebondis tout de suite du côté de Clément, parce que Clément Leminck, vous êtes responsable développement RH chez Partout, mais vous étiez aussi avant un ancien responsable de l'écosystème des startups du Lab RH. Exactement. Donc vous connaissez tout ce qui est en train de se passer au niveau du Lab RH et des startups. Vous allez tout nous dire. Alors j'essaie de m'intéresser aux deux côtés, effectivement. D'un côté, donc le Lab RH, pour rappel, qui est une association qui regroupe la majorité des startups et scale-up de la HR Tech française, donc un peu plus de 300 acteurs à l'heure actuelle. Et donc oui, ça c'est la tendance qu'on voit en fait. C'est des solutions qui viennent pas remplacer le travail, mais plutôt équiper. Et je pense que c'est ça la transformation en fait du métier d'RH. C'est un métier
dont on va ôter les tâches à faible valeur ajoutée. Et si on repense à la fonction RH, encore dans la tête et dans l'idée de beaucoup de gens dans le grand public, c'est une fonction administrative, c'est une fonction légale. Mais en fait, ces tâches-là, on peut les optimiser, les automatiser. Et demain, les RH peuvent se concentrer sur des tâches à vraie valeur ajoutée, comme justement la fidélisation des collaborateurs, l'engagement. Et il y a de plus en plus de startups qui viennent soit directement répondre à ces enjeux d'engagement et de fidélisation, soit indirectement en libérant justement des tâches sur des sujets purement administratifs. Oui, parce qu'on a tendance à s'imaginer que le futur de la HR Tech, c'est forcément du recrutement, de l'intelligence artificielle pour mieux comprendre les CV, les candidatures. Mais au final, les talents, ils sont parfois à l'intérieur déjà. Exactement. Ils le sont très souvent. Alors parfois, ils sont connus, reconnus, mais parfois pas. Parfois, ils sont des talents cachés. Et l'enjeu aujourd'hui, et vous venez de le dire, avec certaines startups, c'est de faire naître, faire découvrir, retirer le voile de tous ces talents cachés dans les entreprises. Et il y a donc effectivement des startups qui s'y spécialisent. Exactement. Et on parlait en intro de l'émission du quiet quitting, oui, qui correspond à des personnes qui restent au final dans l'entreprise mais qui sont démotivées et qui ne contribuent plus trop ou dont la performance est limitée. Et c'est justement sur ces talents-là qu'il faut capitaliser. C'est bien d'aller chercher des talents ailleurs et on continue de le faire partout. Mais c'est aussi surtout se concentrer sur les talents internes, réussir à les remotiver, leur proposer les bons parcours carrière, leur proposer un environnement, un vrai équilibre vie privée, vie professionnelle, par exemple, pour qu'ils soient épanouis, pour qu'ils soient reconnaissants, pour qu'ils soient fidélisés et que par conséquent, ils soient aussi performants et ils rendent à l'entreprise ce que l'entreprise leur donne. La meilleure work-life balance, comme on dit. Exactement. L'équilibre entre vie perso, vie pro. On parle de semaines de 4 jours, on parle de congés un petit peu particuliers, le congé menstruel, le congé de plein de choses. Quelles sont les nouvelles tendances pour faire garder, donner envie aux salariés de rester, à ces talents de rester, Muriel? Je pense qu'il faut croiser deux choses, qu'on parle d'outils et de création de valeur humaine. Sur l'aspect outils, je pense que la recherche qui est en cours, la recherche fondamentale, va nous apporter beaucoup d'aide pour lever les biais cognitifs qu'ont souvent les managers ou les décideurs dans des choix de mobilité interne, de positionnement de personnes dans des postes ou de confier des projets à certaines personnes. Et la recherche est en cours et on voit d'ailleurs au niveau du cerveau, on est quand même au début de l'histoire et il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Et donc la recherche comportementale, je pense, va beaucoup apporter. Sur l'aspect de l'engagement des collaborateurs, je pense que le meilleur remède, le meilleur médicament, c'est celui d'aider les managers à créer de la proximité de relations avec leurs équipes. Et je ne sais plus quel artiste disait en souhaitant ses vœux qu'il souhaitait de la conversation pour 2023. Eh bien, je crois qu'avec ou sans outils, ce sujet de la conversation, il est au cœur de l'engagement des collaborateurs. Et on voit naître dans les entreprises, après un apprentissage de 3 ans lié à la crise du télétravail, par exemple, et de la mise à distance d'une partie des collaborateurs, beaucoup d'initiatives se mettent en place pour repenser et aider les managers à réimaginer leur rôle, leur redonner du temps sur la relation, plus que sur de la production, pour faire en sorte qu'ils jouent un vrai rôle, en fait, auprès des collaborateurs, de discussion, d'écoute, de conversation, de prise en compte de la co-construction. Et donc, la gestion de projet va venir au centre du dispositif. Plus que jamais. Et il y a un deuxième point aussi qui me paraît clé, c'est que dans les évolutions des comportements finalement des collaborateurs, les attentes des gens aujourd'hui ne sont pas ceux d'il y a 10 ans ou 15 ans. Et il y a un des points, c'est pas le seul, mais qui est central, c'est le besoin d'apprentissage absolu, puisque évidemment les jeunes ont compris bien plus longtemps qu'ils vont devoir sans cesse évoluer dans leurs apprentissages et ils vont attendre de l'entreprise qu'elle leur offre cet accès-là. Et là aussi, un relais à nouveau avec les nouvelles technologies, c'est que l'accès à des plateformes telles que l'MS permettent très clairement de pouvoir donner un accès à des formations qui dépassent même le cadre professionnel. C'est un des exemples de ce qui est en train de se mettre en place dans pas mal d'entreprises en ce moment et qui développe l'engagement. Je voudrais juste citer un exemple, parce que moi qui m'a frappé chez une très grande entreprise du CAC 40 dont je tairai le nom, mais qui a testé en Chine en fait cette plateforme de LMS, donnant accès à des formations, encore une fois, aussi bien personnelles que professionnelles, très décriées par le COMEX, disant mais oui, mais alors les gens vont s'orienter, on va investir de l'argent sur des sujets qui ne sont pas liés à l'entreprise. Eh bien, la découverte, qui n'est pas un scoop, mais c'est que les collaborateurs, lorsqu'on leur laisse le choix, qu'ils ont la liberté d'aller vers où ils veulent aller, eh bien, ils choisissent des formations professionnelles, donc utiles à l'entreprise. Donc, c'est cette idée-là, en termes d'engagement, qui est en train de se tester dans beaucoup d'entreprises, et l'accès à la formation majeure
majeur et majoritaire est un des axes d'innovation en ce moment fort. Donc liberté de choix, montée en compétences, finalement entreprise-école, entreprise lieu pour monter en compétences, c'est gagné, mais aussi vous avez dit quelque chose d'important. Oui, communauté, mais il faut savoir qu'on quitte son entreprise parce qu'on ne s'entend pas avec son manager, son N+1. En général, et c'est pas forcément. Des valeurs. Voilà, et c'est pas forcément. On ne quitte pas une entreprise, on quitte son manager. Hein. C'est ce qu'on dit très souvent, et ce qui s'est révélé assez vrai. Je ne sais plus les sources. On choisit un projet, une personne avec. Et on choisit également un projet. Mais en tout cas, tout ce que vous dites est très intéressant. Je finis par vous, Clément, Claude. Je vais y arriver. Claude, qu'est-ce que vous avez constaté vous de votre point de vue sur ce qui fonctionne concrètement? Il nous reste que quelques minutes par rapport à la rétention des collaborateurs. Est-ce que aujourd'hui dans votre activité, vous avez mis en place certains dispositifs qui portent leurs fruits et qui font leurs preuves? La vraie complexité, c'est que vous avez des attentes très différentes d'un point de vue générationnel. Il y a des prises de décision qui sont prises en amont d'une société sans forcément respecter les différentes générations. On a vu plein de phases de tests, la semaine de 4 jours, les vacances illimitées, des bureaux à 75% de capacité. On se rend compte que finalement, les plus jeunes veulent retourner au bureau. Les moins jeunes sont contents de ne plus avoir à faire le trajet, de travailler de chez eux, sont plus efficaces. Donc c'est extrêmement difficile de remettre l'humain au centre de l'entreprise, parce que c'est ce désir d'appartenance qui a complètement disparu avec le Covid. On a enchaîné les réunions Zoom, pour ne pas les citer, ou Teams, pour surtout pas faire de pub, mais il faut recréer ce lien qui les rattache à l'entreprise, les valeurs de l'entreprise, la marque employeur, c'est extrêmement important. On accompagne de plus en plus ces sociétés-là sur qui ils sont, quelles sont les valeurs qu'elles veulent véhiculer, comment ils vont attirer les nouvelles générations qui regardent ça, les entreprises à mission, à impact. On sort un petit peu du cadre juste, on a des bureaux sexy et on peut jouer au baby-foot à midi, c'est un peu terminé. C'est plutôt de se dire, je rejoins cette entreprise parce que je sais qu'il y a certaines valeurs et on regarde dans la même direction. Le management est positif, donc des managers qui sont formés. On les a un petit peu oubliés aussi avec la crise du Covid. Ils sont retrouvés à piloter des équipes à distance extrêmement compliquées. Et donc, tout ce challenge, c'est de remettre l'humain au centre de l'entreprise et de leur donner envie de rester et de participer. Voilà, puis au-delà de tout ce qui a été cité, effectivement, vous avez parlé de marque employeur. C'est vrai qu'avoir un sentiment d'appartenance et d'être fier d'appartenir à une entreprise qui a de fortes valeurs et qui donne envie finalement aussi aux autres de venir postuler, de venir tenter sa chance, eh bien c'est toujours important de se dire, moi j'y suis déjà et j'ai peut-être une belle carrière au sein de cette entreprise, pourquoi partir? Et pour recruter, ce sera la meilleure façon d'avoir des salariés qui font la pub pour vous. Quelques secondes, oui. Et ça, peut-être pour donner un exemple concret, nous, chez Partout, c'est vrai que cette mission et cette quête de sens, c'est quelque chose qui est beaucoup demandé des collaborateurs. Donc, pour donner des exemples concrets de choses qu'on va mettre en place, de 1, on va envoyer des enquêtes régulièrement tous les 2 mois aux collaborateurs pour connaître leurs besoins qui va définir notre roadmap RH. Et de 2, là, on est engagé en pleine certification B Corp, qui est quelque chose qui se fait de plus en plus pour devenir justement entreprise à mission et s'engager sur des sujets RSE.